Je parle aujourd'hui d'un sujet duquel je m'occupe, je dirais, depuis une dizaine d'années. Je suis, en plus de tout ce que le doyen vient d'évoquer, depuis 10 ans, je dirige le comité d'éthique de la recherche de Médecins sans frontières et c'est une activité que je continue en parallèle de mon activité comme directrice du CERA, vu qu'en plus c'est deux activités extrêmement complémentaires. Donc c'est une petite partie de mon temps, mais c'est une activité qui a beaucoup évolué au cours des dernières années et je voulais un peu partager avec vous les interrogations, les questions qu'on se pose, aussi pointer peut-être quelques solutions de par l'expérience que j'ai au sein de ce comité. Tout d'abord, quand on voit le titre, on peut se demander mais pourquoi même est-ce qu'on ferait de la recherche médicale et de santé publique dans une crise humanitaire? Cette image a été prise lors de l'exode après le génocide rwandais du chemin du Rwanda vers le Zaïre et ces réfugiés sont arrivés au Zaïre. On se dit mais mon Dieu, pourquoi dans ces contextes-là est-ce qu'on ferait même de la recherche? Quand on parle de crise humanitaire, on parle de choses extrêmement variées. Ce qui les rassemble tous, c'est que c'est des événements extraordinaires qui mènent vraiment à un bouleversement aigu et massif des conditions de vie des populations concernées. Et vous voyez que ça peut être des catastrophes d'origine naturelle, j'en ai mis quelques récentes, d'origine humaine, des épidémies, et vous voyez à la fin de la liste des épidémies, il y a même le sida, parce que quand le sida, l'HIV, touche 50% d'une population démunie qui n'a pas accès aux soins, cela devient une catastrophe humanitaire. Bien sûr, il y a les situations de guerre, de conflits armés. Donc, dans toutes ces situations-là, on fait de la recherche. Pourquoi on fait de la recherche? Alors, avant de parler de la recherche à proprement parler, je voulais donner un exemple, les activités médicales humanitaires, parce que je pense que ça donne déjà un peu une idée pourquoi, dans ces situations-là, parfois, on pense que la recherche est nécessaire. Là, c'est à titre illustratif les activités médicales de Médecins sans frontières, bon, pas l'année dernière, en 2010. Vous voyez que c'est très important et vous voyez que ça concerne beaucoup des maladies qui sont potentiellement mortelles, donc où on se doit d'avoir un arsenal thérapeutique et un arsenal de soins appropriés et qui souvent, soit n'existent pas dans les pays où la crise humanitaire a lieu ou n'existent tout simplement pas parce que ce sont des maladies qui ne sont pas importantes dans les pays riches. Et puis, il y a aussi des soins apportés pour des maladies qui ne sont pas nécessairement mortelles, comme la santé mentale, bien sûr les accouchements, la violence sexuelle. Avant de dire quel type de recherche on fait dans ce contexte, quand on dit recherche médicale et de santé publique, je ne sais pas, peut-être tout le monde qui est dans la salle n'en fait pas lui-même. Ce n'est pas une liste exhaustive, j'ai simplement pris la définition que donne le Conseil international des organisations en sciences médicales, le CIOMS, qui est une organisation créée en 1949 conjointement par l'OMS et par l'UNICEF et qui édicte quelques directives, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et dans ces directives, ils définissent, eux, ce que c'est la recherche médicale et de santé publique. J'ai simplement mis ces trois catégories pour qu'on voit déjà que c'est des choses très différentes. Ça peut aller vraiment d'une étude clinique randomisée, contrôlée, à des études qui examinent le comportement des patients quand on leur donne certains traitements. Donc d'abord des approches méthodologiques très diverses et aussi des risques très divers. Et c'est très important parce que je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en quoi est-ce que les risques qu'une recherche pose sont importants pour l'examen critique de cette recherche. Alors là, j'ai simplement mis quelques exemples de recherche les dernières années qu'en termes de comité d'éthique de Médecins sans frontières, nous avons analysé pour vous donner un peu une idée. Je ne vais pas du tout en parler de toutes, juste en prendre une ou deux à titre d'exemple. Par exemple, l'efficacité du vaccin choléra en situation épidémique. On ne peut le tester que s'il y a une situation épidémique. La situation épidémique du choléra, nous n'allons pas l'avoir en Suisse, mais nous l'aurons à Haïti, au Mozambique, au Zimbabwe. Donc, dans des contextes extrêmement difficiles. Mais pour pouvoir avancer au niveau scientifique, montrer l'efficacité d'un vaccin, il faut bien faire des recherches dans ces situations extrêmement précaires.
Des recherches à moindre risque, mais tout aussi importantes, sont par exemple une épidémie de Kala-Azar, donc qui est une maladie qui n'existe de nouveau pas du tout en Suisse, qui est potentiellement mortelle, d'analyser pourquoi cette épidémie éclate, quelle est l'importance de l'épidémie et qu'est-ce qu'on peut faire, est quelque chose d'extrêmement important et se fera sur des terrains difficiles, comme par exemple le Sud-Soudan, même au moment de la guerre civile qui sévissait au Soudan. L'efficacité de la télémédecine en Somalie, extrêmement d'actualité, parce que vu les situations de sécurité et de risque en Somalie, il n'est parfois pas possible à l'heure actuelle que des médecins expatriés aillent sur le terrain et dirigent les programmes. Donc, on essaye de soutenir le personnel local avec la télémédecine, mais il faut prouver que c'est efficace. Je veux dire, on ne va pas répéter ça ad infinitum si on ne peut pas montrer l'efficacité. Donc, juste quelques exemples du type de recherche qu'on fait dans des contextes humanitaires. Qu'est-ce qui est particulier dans un contexte humanitaire? Alors, peut-être c'est des évidences, mais je pense que c'est important un peu de le systématiser dans la réflexion, parce que ceci nous amène à penser assez différemment l'éthique de la recherche, ou peut-être de façon plus rigoureuse l'éthique de la recherche, différente qu'ici dans un contexte d'un hôpital universitaire en Suisse. Tout d'abord, on a toujours affaire à des communautés et des populations vulnérables dans ces situations. Vulnérables parce que démunies, parce qu'elles n'ayant plus accès à des soins, n'ayant eux-mêmes pas de ressources financières, n'ayant pas la possibilité de se déplacer pour chercher des soins ailleurs. Donc c'est toujours des populations vulnérables. En général, les services de santé sont, si elles ne sont pas complètement détruits, en tout cas démunis, débordés. Et puis, à quoi on va arriver très vite, c'est de dire on est dans une situation d'extrême difficulté, on doit apporter des soins à ces personnes. Est-ce qu'on a le droit en même temps d'investir des ressources dans la recherche? Et à partir de quel moment est-ce qu'on a ce droit? Est-ce qu'on a vraiment donné les soins aux personnes avant de faire de la recherche? L'autre chose qui complique encore les affaires, c'est que dans ces situations, en général, ce n'est pas une institution locale qui fait la recherche. C'est un ensemble d'institutions, souvent des institutions du Nord, de pays riches, qui viennent faire de la recherche dans un pays du Sud à ressources extrêmement limitées et dans une situation extrêmement précaire après une catastrophe. Et il faut donc faire que toutes ces institutions, d'abord, aient le même regard et les mêmes standards éthiques et se mettent d'accord au niveau de la recherche. Et pas que chacun poursuive ses propres intérêts. Souvent, dans ces situations-là, il y a des mécanismes locaux, c'est-à-dire des comités d'éthique locaux qui soit sont dysfonctionnels ou absents, surtout quand il y a eu un gros événement qui a rendu les choses encore plus difficiles. Et puis, bien sûr, l'infrastructure de recherche locale, qui est déjà en temps normal, n'a rien à voir avec ce que nous avons ici en Suisse, peut être sérieusement endommagée. Donc, toutes des choses un peu à garder en tête. Pourquoi est-ce qu'il est important, lorsqu'on décide dans un tel contexte qui a besoin de faire une recherche, d'avoir un regard éthique, critique, avant de commencer la recherche? Tout d'abord, il faut être sûr qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre ce que cherche le chercheur et les besoins des patients et des populations. Et bien sûr, on peut dire, enfin, c'est quand même des médecins, c'est des professionnels de la santé, pourquoi les patients, c'est ce qui importe le plus? Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et en plus, les recherches, là bien sûr, je ne parle pas de Médecins sans frontières, mais sont aussi parfois menées par des industries pharmaceutiques. Et un cas qui a fait vraiment beaucoup de bruit au niveau international, de Pfizer qui a fait une étude sur un vaccin contre la méningite au Nigeria et qui a été accusé vraiment de n'avoir absolument pas respecté les intérêts des patients, mais d'avoir poursuivi ses propres intérêts. Donc, que la recherche n'exploite pas les participants, mais leur amène un réel bénéfice. Donc, tout ceci tourne autour des termes de dignité, des droits des personnes, de la sécurité de ces personnes et aussi du bien-être. Ce n'est pas seulement de ne pas faire de mal, mais aussi d'apporter une plus-value aux participants. Actuellement, quand vous voulez publier un article de recherche, on vous demandera toujours s'il y a eu une revue éthique, une évaluation éthique, et donc il est impossible à l'heure actuelle de le faire sans avoir passé par un comité d'éthique. Je dirais que c'est une raison opportuniste, mais c'est une raison de plus pourquoi c'est important. Alors il y a certaines personnes, en tout cas ici dans la salle, qui connaissent très bien l'éthique de la recherche médicale, vu que dans cet hôpital, il y a beaucoup de recherches qui se font. C'est un corpus de directives et de documents de référence qui ont été créés
initialement pour les pays du Nord. Après, comme il y a eu de plus en plus de recherches, je dirais dans les années 60, 70, 80, dans les pays en voie de développement, il y a eu des développements plus récemment de directives qui concernent ça. Je reviens tout de suite dessus. Mais après, est-ce qu'on a quelque chose qui nous dit quoi faire dans une crise humanitaire qui est encore une situation particulière? Alors, l'éthique pour la recherche médicale a été surtout bien codifiée après la Deuxième Guerre mondiale, après toutes les horreurs qui se sont passées du temps du nazisme, où il y a eu un abus total au niveau de... Enfin, il y a un non-respect complet des principes éthiques de la recherche pendant le règne des nazis en Allemagne. Donc il y a eu le Code de Nuremberg qui était vraiment le premier élément extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est que la première phrase dans le Code de Nuremberg, c'est « le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel ». Et c'est important, je reviens dessus, parce que qu'est-ce que veut dire consentement volontaire dans une situation comme un contexte humanitaire? Après, il y a eu la déclaration d'Helsinki, qui est extrêmement connue, qui est régulièrement revue, qui donc est émise par l'Association mondiale des médecins, et qui est vraiment le texte de référence, je dirais, pour toute recherche menée sur les êtres humains. Il y a eu un autre rapport aux États-Unis, qui est très souvent cité, qui est important aussi. Tous ces textes-là ne prennent pas du tout en considération spécifiquement la situation dans des pays du Sud, et surtout quand une organisation du Nord va faire de la recherche dans un pays du Sud. Alors, il y a eu, dans les années 90, donc vous voyez que c'est relativement récent, justement le CIOMS, qui a émis les premières lignes directrices pour l'éthique de la recherche biomédicale impliquant les sujets humains, spécifiquement quand ça se passe dans des contextes de pays du Sud, pays en voie de développement, je ne sais plus comment il faut dire. Donc dans des pays à peu de ressources et souvent des recherches faites par des institutions de pays du Nord. Il y a eu au niveau du Conseil de l'Europe une réflexion à ce sujet, je ne dirais pas que c'est vraiment des directives, mais en tout cas aussi une réflexion sur qu'est-ce que doivent faire des organisations de recherche européennes quand elles interviennent dans des pays qui ne font pas partie du Conseil de l'Europe. Et puis, il y a maintenant des pays du Sud qui ont développé leurs propres directives nationales, qui d'ailleurs, c'est très intéressant, sont souvent mieux faites, je trouve, et beaucoup plus rigoureuses que, par exemple, les directives que nous avons en Suisse. L'Afrique du Sud a un texte absolument magnifique, l'Inde a un texte extrêmement rigoureux. Donc maintenant, les chercheurs qui vont dans ces pays-là doivent absolument connaître ces directives nationales et les respecter dans ce qu'ils font. Quels sont, alors je ne cite que 4 éléments qui me paraissent particulièrement importants. Bien sûr, quand on parle des critères pour juger de l'éthique d'une recherche, il y a une très longue liste. Mais il y a 4 choses qui me paraissent avoir particulièrement à l'esprit quand on parle d'éthique de la recherche dans des crises humanitaires. D'abord, est-ce qu'il y a un impact bénéfique potentiel pour la population dans laquelle cette recherche va être menée? Il n'est pas acceptable à l'heure actuelle d'aller faire de la recherche quelque part en sachant pertinemment qu'il n'y aura aucune retombée positive pour la population. Bien sûr, quand on fait une recherche, souvent on explore une hypothèse de recherche. Si la recherche montre que ce qu'on voulait tester n'est pas bon, bien sûr, il n'y aura pas de bénéfice. Mais si au départ déjà on sait que de toute façon, même si on montre que quelque chose va être positif, n'aura pas d'impact pour cette population parce que ne sera pas accessible, il n'est pas valable de faire la recherche dans cette population. Est-ce que c'est possible, avec les ressources existantes, qu'elles viennent de l'extérieur ou soit sur place, est-ce qu'il est possible de faire la recherche ou est-ce qu'on sait d'emblée qu'on fera une recherche de moindre qualité parce que les ressources ne sont pas disponibles? Bien sûr, la question du préjudice de la souffrance additionnelle. En général, une recherche demande toujours quelque chose de plus aux participants à la recherche, mais est-ce que c'est quelque chose qui reste du domaine de l'acceptable? Et puis, la question sur laquelle je vais encore revenir tout à l'heure, le consentement libre, est-ce qu'il est réellement possible? Alors, je pense, tous ceux d'entre vous qui font des recherches ici savent déjà à quel point c'est complexe. En Suisse, quand même, avec une population relativement bien informée, éduquée, on parle pas toujours la même langue, mais souvent la même langue. On a des traducteurs. Enfin, je veux dire, déjà là, c'est difficile d'expliquer ce que c'est une recherche et d'obtenir ce consentement réellement informé et libre. Quand vous êtes dans des situations où il y a une pression politique et où il y a ce qu'on appelle, je n'ai pas trouvé de mot en français, la therapeutic or humanitarian misconception. Je ne sais pas, peut-être Samia, tu sais comment on dit en français, moi je n'ai pas trouvé le mot. C'est-à-dire, je reviens tout de suite dessus, une mécompréhension de ce que font ces chercheurs-là. Au fond, il y a une catastrophe humanitaire. Imaginez l'épidémie de choléra à Haïti l'année dernière.
il y a des gens qui arrivent avec des blouses blanches pour soigner des gens. Ben, si parmi ces gens-là, il y a une moitié de chercheurs, qui saura que c'est des chercheurs et qui saura que ces gens font de la recherche? Donc il est extrêmement important dans ces contextes-là que les gens comprennent parfaitement bien la différence entre qu'est-ce qui est de l'aide qui leur est apportée et qu'est-ce qui est de la recherche et qu'ils puissent réellement dire oui, je suis d'accord de participer à cette recherche et que ce ne soit pas fait sans leur demander leur avis. Donc la procédure de consentement est d'autant plus importante. Il y a un article très intéressant qui a été publié en 2009 qui a fait une revue de toutes les recherches qui avaient été menées dans les dernières années sur les épidémies de filovirus. Donc c'est ce qu'on appelle des fièvres hémorragiques, Ebola, Marburg, c'est de nouveau des choses qui n'existent pas du tout ici, qui sont dramatiquement mortelles. Donc c'est des épidémies vraiment qui, en quelques jours, peuvent tuer une grande partie des personnes touchées. Entre autres, Médecins sans frontières travaillent dans ce contexte, mais beaucoup d'autres organisations aussi. Et on a vu que souvent dans ces situations-là, en fait, les gens blancs externes qui viennent avec de l'argent, c'est beaucoup plus des chercheurs que des gens qui apportent de l'aide. Donc une confusion très importante potentiellement pour les personnes sur place. Donc après vous avoir brossé un peu le tableau de tous les défis, de tous les problèmes, de toutes les questions qu'on doit se poser quand on mène une recherche sur ces terrains difficiles, je veux juste évoquer l'expérience du comité d'éthique de Médecins sans frontières. C'est en 2002 que Médecins sans frontières a décidé de créer un comité d'éthique, alors que juste là, ils utilisaient des comités d'éthique de différentes institutions académiques, dont d'ailleurs celui ici à Genève des HUG. Et en se disant, en fait, on a des préoccupations différentes que le monde académique, et on a besoin d'un regard critique différent. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi le soumettre ailleurs, mais que on doit avoir notre propre comité d'éthique. Donc voilà, ce comité d'éthique existe avec bien sûr des membres qui changent au cours du temps, mais il y a 9 membres permanents et il y a une grande diversité géographique, professionnelle. On travaille de façon totalement décentralisée, par façon électronique, donc on est dans les 5 continents en fait actuellement. Et c'est moi qui préside ce comité, comme je disais tout à l'heure. Une première chose qui est claire pour nous et qui est aussi respectée, je crois, dans d'autres comités d'éthique, c'est le risque de nuire qui est extrêmement important pour savoir à quel point le regard sur cette recherche doit être rigoureux et doit être exigeant. Parfois, on collecte des données cliniques parce qu'on examine des gens, on les traite pour la tuberculose. Ici à l'hôpital, il y a plein de ces données qui existent. Et puis à un moment, quelqu'un se dit, ben, on va regarder est-ce que ce traitement était efficace, est-ce qu'il marchait. C'est ce qu'on appelle des données cliniques de routine. C'est quelque chose où finalement, on ne peut plus faire beaucoup de dommages à quelqu'un à regarder ces données rétrospectivement. Le contraire complet de ça, c'est une étude randomisée aléatoire, c'est-à-dire que les gens reçoivent un traitement, ils ne savent même pas lequel ils reçoivent, et ils sont, de façon au hasard, attribués à un traitement à un autre. Vous voyez que les risques sont complètement différents, d'autant plus que quand on fait ces études, ce sont des médicaments dont on ne connaît pas nécessairement l'efficacité, c'est bien pour ça qu'on fait l'étude. Et donc, nous avons dans le comité d'éthique un processus qui est adapté au risque de l'étude, qui va d'une revue complète par tous les membres du comité, en passant par des revues plus restreintes, c'est-à-dire des membres plus restreints, ça ne veut pas dire que notre regard est moins critique, jusqu'à des situations pour lesquelles on dit aux chercheurs, non, il n'y a pas besoin de revue éthique. Tout ça est bien codifié, et en cas de doute, on préfère que les gens nous envoient le protocole plutôt que de décider tout seul. L'autre chose que nous avons fait, et je crois qui n'est pas tellement répandu, c'est que nous avons un cadre d'analyse très clair. Et c'est en fait, on a bénéficié beaucoup d'un travail qu'ont fait des chercheurs du NIH aux États-Unis qui se sont penchés sur cette question, qu'est-ce qui est particulier quand on fait de la recherche dans les pays en voie de développement, qui ont développé un cadre d'analyse que nous avons adapté pour les besoins des recherches qui se font à Médecins sans frontières. Les 2 publications que je mentionne ici, l'un donne le cadre original et l'autre présente le cadre de Médecins sans frontières. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est publié. Et ce cadre nous a permis vraiment d'avoir une beaucoup plus grande cohérence au niveau du comité d'éthique, et aussi les gens qui nous soumettent des protocoles savent d'emblée de façon assez précise sur quels critères ils vont être jugés. Donc ce n'est pas simplement les grands principes d'éthique, mais c'est vraiment pour chaque principe et sous-principe, on dit exactement
En anglais, on dit les benchmarks, donc des repères très spécifiques auxquels les gens doivent se tenir. Et puis, il se pose souvent la question de l'urgence. Il y a des recherches qui doivent être faites en urgence. Ben, la prochaine épidémie de choléra, quand elle éclatera, si MSF veut faire cette recherche sur le vaccin, donc elle n'a pas encore commencé, il faudra commencer tout de suite. Je veux dire, il ne faut pas attendre 3 semaines. Donc, la façon dont nous travaillons est que nous disons qu'il faut nous envoyer le protocole bien avant, des mois à l'avance, parce qu'ils savent qu'ils vont vouloir faire cette recherche. On préapprouve le protocole et c'est au dernier moment qu'il est réapprouvé pour le contexte spécifique. Donc là, ça peut être quelque chose qui peut être fait extrêmement rapidement. Nous n'acceptons pas du tout que des gens fassent de la recherche dans les situations d'urgence et viennent après nous dire « et puis alors, maintenant, vous pouvez nous dire si c'était éthique et vous pouvez nous approuver a posteriori ». Juste un petit aperçu donc de l'activité. Alors vous voyez que ce n'est pas des centaines de protocoles par année que nous revoyons, heureusement, mais je dirais maintenant c'est à peu près une trentaine par année avec des petites variations et que c'est souvent d'examiner des nouvelles interventions, qu'elles soient d'examen diagnostique, de procédures cliniques et de vérifier leur efficacité ou de comparer deux types d'interventions sur le terrain. Vous voyez aussi que dans les thématiques, le hit parade, c'est clairement HIV, sida et tuberculose au cours des dernières années, pas pour rien, parce que c'est là que se posent énormément de questions sur le terrain, surtout avec le développement des résistances, maintenant, dans les deux maladies. Et puis, bien sûr, des maladies tropicales et des maladies tropicales dont on n'a jamais entendu parler. Ici, oui, parce qu'on a le service de Louis Loutan, mais enfin, donc, qu'on ne connaît pas en Suisse, comme le Chagas, la leishmaniose, maladie du sommeil, le canazar, etc. Donc, beaucoup de recherches là-dessus, et il n'y a personne d'autre qui fait ces recherches. Donc, c'est très important de pouvoir faire ces recherches dans ces contextes difficiles sur ces maladies. Les problèmes les plus fréquents que nous découvrons le plus fréquemment, c'est que la procédure de son consentement éclairée est inadéquate ou insuffisante. Alors, je suis sévère en disant ça, mais on se doit d'être extrêmement rigoureux pour tous les problèmes que j'expliquais avant. La communauté est peu impliquée. Alors, de nouveau, l'implication de la communauté, c'est quelque chose ici. Vous me direz, mais impliquer qui? À Genève, on ne va pas demander à la population ce qu'on va faire dans la prochaine recherche. Je reviendrai un peu dessus. Et puis, le bénéfice pour les participants. Le consentement éclairé, les problèmes, c'est pas grave, c'est le soutien musical. Les problèmes que vous trouvez, c'est populations vulnérables, peu éduquées, avec manque d'accès aux soins, donc qui vont être parfois dépendants, qui sont bien sûr dépendants de celui qui amène de l'aide humanitaire, et donc n'oseront pas dire non, parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir les soins s'ils disent non à une recherche. L'information est en général beaucoup trop complexe, mal présentée, avec beaucoup trop peu de temps pour en discuter. Expliquer à quelqu'un avec un niveau d'éducation bas, même ici en Suisse, ce que c'est une étude randomisée, contrôlée, ben, il ne faut pas mettre les mots comme ça. Il faut expliquer ces termes et il faut les expliquer avec des images et en s'y prenant peut-être à plusieurs fois. De nouveau, dans cette revue des recherches publiées sur les fièvres hémorragiques au filovirus, vous voyez que sur 34 études publiées, la revue éthique était mentionnée que 3 fois et que dans 15 de ces études, seulement un consentement éclairé individuel avait été recherché. Alors on peut dire, mais enfin, comment est-ce que c'est même possible? C'est possible parce qu'au fond, là, c'est des données cliniques qui sont prises pendant l'épidémie, qui après sont analysées, des échantillons de sang qui sont pris pour tester les patients, qui sont analysés après et sans du tout avoir fait l'effort d'expliquer aux patients qu'on va aussi utiliser leurs données et leurs échantillons à des fins de recherche. Je dis les MAST parce que ça, c'est vraiment, je dirais, l'exigence minimale dans ces contextes-là. C'est garantir qu'il y ait une compréhension, et garantir, ça veut dire tester la compréhension. Ce n'est pas dire lire une longue liste ou leur donner un bout de papier, mais tester cette compréhension et donner l'information d'une façon culturellement appropriée dans une langue compréhensible. Ce qui veut dire beaucoup plus d'efforts dans la préparation du matériel d'information, dans la traduction de ce matériel, en impliquant les personnes concernées. Donner du temps. Dans beaucoup de cultures, il est très important que la personne puisse retourner à la maison, en discuter avec la famille, en discuter peut-être avec les leaders de la communauté. Est-ce que c'est bien de participer dans cette recherche? Il faut accepter que les personnes aient ce temps.
qu'ils se sentent libres de refuser et qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le traitement de ces personnes. Ça nous paraît des évidences, c'est pas si facile que ça, surtout que la personne le ressente vraiment comme ça, même si nous sommes de bonne volonté. Et impliquer la communauté. Il y a eu un papier récent que je mentionne ici, paru en septembre de l'année dernière, où il y a toute une recherche faite au Kenya avec différents comités d'éthique pour dire mais comment est-ce qu'on peut améliorer cet consentement éclairé. Et les Africains, donc qui faisaient partie de ces comités d'éthique, ont dit aux chercheurs blancs, je prends une abréviation, ce que vous nous proposez, ça ne fait aucun sens. Je veux dire, c'est pas compréhensible et c'est pas comme ça qu'on peut travailler. Donc, ils ont commencé à vraiment préparer tout leur propre processus de consentement et qui va devenir un standard dans les institutions de recherche au Kenya. Donc, vraiment un travail beaucoup plus sur le terrain. Par contre, je parle toujours de communauté, il y a aussi un bémol. Il faut savoir, quand on dit travailler avec la communauté, ça veut dire quoi? C'est qui la communauté? Alors, il y a besoin de la communauté parce que les gens de l'extérieur qui arrivent ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se passe, ne connaissent pas l'environnement local, viennent avec leur perspective occidentale. Mais le problème, c'est que qui est une communauté? C'est qui un leader d'une communauté? C'est qui les personnes avec lesquelles on va rentrer en contact, surtout dans des situations où ces communautés ont été bouleversées, désorganisées. En prenant aussi en considération le fait que parfois des leaders de la communauté peuvent penser qu'il est utile d'exercer une pression sur la population pour qu'ils participent à une recherche. Donc, il faut avoir toutes ces choses-là en tête. L'autre chose, c'est la communauté, ce n'est pas nécessairement les leaders politiques. Quand vous faites une recherche dans le VIH-Sida, c'est de travailler avec des groupes de personnes atteintes de VIH-Sida. Maintenant, dans tous les pays, il y a ces associations et les impliquer, eux, dans le développement de la recherche, dans le développement du consentement éclairé. Donc, ce n'est pas nécessairement une communauté dans un sens politique du terme, comme on l'entend ici en Suisse. Pour finir, juste brièvement encore, qu'est-ce qu'on entend par bénéfice, impact de la recherche pour les populations? Quand on regarde les lignes directrices de la CIOMS, vous voyez que dans cette ligne directrice 10, ce que j'ai relevé en bleu, ils disent clairement mise au point où toute connaissance obtenue sera raisonnablement mise à la disposition pour le bénéfice de cette population ou communauté. Donc là, on ne parle pas du bénéfice pour les participants à la recherche, mais bien du bénéfice pour la communauté où se passe cette recherche. Donc, il y a cette exigence au niveau international. C'est parfois difficile quand c'est des organismes de recherche qui arrivent quelque part, mais qui eux-mêmes n'offrent pas des services de santé. Dans le contexte de Médecins sans frontières, nous sommes extrêmement exigeants parce que Médecins sans frontières ne fait jamais de recherche sans être présent sur le terrain en offrant des soins de santé. J'ai laissé notre précepte en anglais, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est d'un côté, il y a une obligation, bien sûr, de rendre public les résultats de la recherche, et rendre public, ça ne veut pas seulement dire publier dans un journal médical extrêmement connu, ça veut dire avoir une information de la population, avoir une information des centres de soins dans la région, etc. Donc vraiment avoir une information localement, en plus de l'information plus loin. Mais l'autre chose qu'on dit, c'est qu'il est une obligation d'abord de soi-même, enfin de l'organisation elle-même, doit après rendre accessible ce qu'ils ont testé, mais en plus de faire de l'advocacy à différents niveaux pour rendre ces choses accessibles à plus long terme à la population. Alors, dans le cas de Médecins sans frontières, on est très exigeant, on pousse Médecins sans frontières. D'un autre côté, Médecins sans frontières a pas mal d'outils pour faire cela. Et c'est ça ce qui est quand même, je dirais, relativement positif. Nous avons récemment examiné l'impact estimé de 84 études que Médecins sans frontières a menées dans ces dernières 10 années et qui sont terminées, et on a un petit recul. Et vous voyez que plus de la moitié de ces études, nous avons estimé qu'il y avait un impact élevé. Parce que réellement, ça a changé un protocole thérapeutique et cela a été appliqué dans les pays donnés, sur les terrains donnés. Ça a changé la façon dont l'OMS donne ses directives de traitement. Ça a permis d'élaborer, montrer l'efficacité d'un test diagnostique qui a été mis en place sur le terrain, etc. Donc réellement, des choses importantes. Il y en a qui ont un impact beaucoup plus local, aussi parce qu'elles ont été prévues comme ça. Quand vous regardez la santé mentale au Cachemire,
dans la situation de conflit du Cachemire. Bon, ce que vous voulez savoir, c'est comment est-ce qu'on améliore le service de santé mentale au Cachemire. Le but n'est pas d'avoir un impact global. Donc là aussi, un impact relativement important. Il y a des études qui n'ont pas eu de bénéfices ou qui ont eu, en quelque sorte, montré un résultat négatif. Ce ne sont jamais des études qui sont publiées, ces études. Mais on pense au fond que ce serait très important aussi de les publier, parce que quand on montre qu'un certain test diagnostique, oui, marche, mais au fond, il ne pourra jamais être utilisé dans le contexte précis parce qu'il coûte simplement trop cher et c'est trop compliqué, il est important que ça se sache. La même chose, voilà, pour le test choléra, on s'est rendu compte que finalement, ça ne servait pas dans ces épidémies. Alors, c'est rarement ça qui amène à des publications dans le Lancet. Alors, pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation telle que l'hôpital cantonal universitaire à Genève, la faculté de médecine ici, d'autres institutions suisses ou dans des pays du Nord? Ce que ça veut dire, c'est que la revue écrite, l'évaluation éthique, la revue éthique doit être plus rigoureuse encore que ce qui se fait pour les études qui se font ici. Alors la complication n'est peut-être pas dans l'extrême complexité scientifique qu'on peut avoir dans certaines études qui sont menées ici, mais est beaucoup plus dans le contexte dans lequel se passe cette étude. Et est-ce qu'il y a une pertinence? Est-ce que vraiment il y a besoin de faire cette étude dans ce contexte-là? Vous voyez, je reviens sur les choses que j'ai dit au préalable, je ne vais pas tous les reciter. Ces éléments-là me paraissent absolument essentiels. C'est souvent des éléments auxquels on ne pense pas nécessairement, certains de ces éléments, en tout cas, quand on regarde une recherche qui va être faite ici en Suisse. Le problème, c'est que les membres du comité éthique, en tout cas une partie des membres du comité éthique, doivent être familiers avec ces contextes pour pouvoir juger. Si vous n'avez que des médecins qui n'ont jamais travaillé ailleurs qu'en Suisse dans un comité éthique, ils n'auront pas ce regard qu'il faut avoir pour ce type de recherche. Donc ça, c'est un grand défi et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plusieurs organisations qui sont venues vers moi en disant « mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous soumettre des protocoles, nous aussi, parce qu'on ne sait pas à qui les soumettre, au fond ?» Non, je veux dire, nous, on est le comité d'éthique pour Médecins sans frontières, mais je veux dire, ça pose quand même la question, vu qu'il y a de plus en plus ce type de collaboration entre des institutions académiques du Nord et des pays en développement, de qui revoit quel protocole et comment. Au niveau international, il y a clairement un besoin d'avoir des lignes directives beaucoup plus claires pour ce genre de situation. Il y a énormément de choses qui sont en train de bourgeonner, beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir à cela, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il y a eu un ensemble de personnes concernant, donc médecins, chercheurs en Asie, après en fait le tsunami, qui se sont assis ensemble et ont dit il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il n'y a pas de directive pour comment on mène la recherche dans ces contextes-là. Donc c'est ce papier de Sumatipala que je référence ici, et qui ont émis un genre de cadre sur ce qu'il faudrait faire, mais évidemment, eux n'ont pas la légitimité d'émettre des directives. Donc il faudrait qu'une institution légitime, qui ne peut être qu'une institution internationale et reconnue, devrait maintenant s'adresser à cela. Donc il y a eu dans les années 90 les directives du CIOMS pour les recherches dans les pays en voie de développement, mais je pense que maintenant il y a une prochaine étape à franchir pour ce genre de recherche. Voilà, j'arrive à la fin. Merci beaucoup, Madame Jopert, pour cette présentation à la fois théorique et aussi très pratique. Vous avez évoqué deux situations un peu particulières, qui est d'abord la recherche dans les pays défavorisés et d'autre part, en particulier dans la situation d'urgence. Je pense que d'une certaine manière, les deux problèmes peuvent quand même être en partie dissociés parce que en pratique d'urgence, on pourrait avoir le même type de problème dans les pays développés. Donc de faire une recherche en cas d'une catastrophe qui aurait lieu dans un pays développé, ça pose aussi des problèmes particuliers. Et si on commence par la problématique de faire de la recherche dans des pays défavorisés, le principal problème, c'est de ne pas avoir de l'éthique à deux vitesses. Vous l'avez bien montré, le processus d'information est quelque chose de très important,
et au HUG, lorsque des chercheurs des HUG participent à une recherche ailleurs, dans un de ces pays, il est censé présenter son protocole, pas seulement dans le pays lointain, mais aussi localement à sa commission d'éthique, pour être sûr que les principes généraux d'éthique sont respectés et qu'on n'a pas justement la possibilité de faire des essais qui auraient une légitimité éthique diminuée. Qu'est-ce que vous pensez de ces possibilités, indépendamment de la situation naturellement d'urgence, mais d'approbation par 2 comités d'éthique? Oui, alors évidemment, je n'ai pas pu parler de tout pendant ce 3 quarts d'heure. Il y a une exigence toujours, et au comité d'éthique de Médecins sans frontières, toujours, tout doit être soumis au comité d'éthique local, toujours, absolument. Ceci dit, il y a des situations où il n'existe pas. Oui. Sud-Soudan, en ce moment, on a ce problème. Il n'y a pas de comité d'éthique au Sud-Soudan, donc dans ce nouveau pays. Mais enfin, c'est des situations quand même rares, donc il y a toujours une exigence. Mais en sachant que parfois, c'est des comités d'éthique tout à fait pertinents et très bien, et parfois, c'est des comités d'éthique très faibles. Hein, je veux dire, donc ça, il faut quand même aussi le savoir. Donc il y a toujours l'exigence de soumission dans le pays où la recherche se passe, toujours, et la soumission au comité d'éthique international, en quelque sorte. Toujours, il y a toujours les 2 choses. Donc ça, c'est juste. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir, parfois on relève des choses on est plus rigoureux. Tout récemment, une recherche que nous avions approuvée a été refusée par le comité d'éthique du Bangladesh. Donc ça aussi, très intéressant de voir que ça peut aussi aller dans l'autre sens. Hein, J'imagine qu'il y a... Oui, Samia Youst. J'ai une question sur la mission communautaire, qui est effectivement un enjeu qui a plusieurs facettes et qui est assez délicat. On avait travaillé longtemps avec des chercheurs du Mali pour développer une procédure de permission communautaire hors crise. Et quand j'avais travaillé avec Philippe Palin, c'est un article que tu as cité tout à l'heure, on avait aussi fini par recommander que ça ait lieu hors crise. Mais vous êtes dans des situations parfois où vous n'avez pas d'autre choix que de demander une implication de la communauté dans la crise. Alors qu'elle a aussi d'autres priorités, il y a aussi toutes sortes d'enjeux. Comment vous le faites ? Ouais, on a beaucoup enfin, c'est une discussion qu'on mène depuis 10 ans, en fait, qui revient régulièrement, où on avance un petit peu. Par exemple, sur les fièvres Ebola, hein, on a eu toute une discussion, parce que Médecins sans frontières disait, la prochaine épidémie, on sait déjà qu'on va devoir faire une recherche clinique plus poussée, parce que personne ne sait comment soigner cette maladie à l'heure actuelle au niveau mondial. Hein. Donc on sait déjà qu'on doit... Hein. Et puis on a dit, oui, ben vous le savez déjà, justement, pourquoi est-ce que vous n'impliquez pas d'anciens patients Ebola pour la définition de cette recherche que vous voulez mener? Donc vous les impliquez déjà, vous avez leur regard, comme ça au moins vous impliquez les personnes qui eux-mêmes ont été touchées pour savoir dans une telle situation qu'est-ce qui vous paraît acceptable, pas acceptable, comment est-ce qu'on peut chercher un consentement. Donc en fait, quand Médecins sans frontières continue à travailler sur ce terrain, genre Ouganda, RDC, etc., c'est ça ce qu'on leur a suggéré. Soumettez-nous un protocole, mais que vous discutez déjà. Alors, on peut dire c'est du luxe, mais enfin c'est du luxe, c'est aussi à ces conditions-là qu'on peut faire une bonne recherche. L'autre chose, quand c'est des situations moins d'urgence, genre dans les 2 jours il faut faire quelque chose, on a discuté aussi, impliquer la communauté, ça peut devenir très complexe. On peut faire des Community Advisory Boards, ce qu'on fait dans les recherches complexes de longue haleine. Donc vraiment de créer dans la communauté, comme un comité de la communauté qui a un droit de regard. Alors ça, c'est l'autre extrême, hein, quand on a le temps et que c'est des recherches très en profondeur. Par exemple, là, il y a un grand projet qui va commencer en Afrique du Sud sur HIV et tuberculose multirésistante, où justement, ils sont en train de constituer ces Community Advisory Boards pour que eux, déjà dans la définition de la recherche et après dans tout ce qui va se faire dans la recherche, seront comme le sounding board des chercheurs, en fait. Voilà, mais c'est pas facile, en tout cas, et c'est un investissement temps. Il y a des catastrophes qui sont prévisibles. La prochaine épidémie de choléra, on sait qu'elle aura lieu, on ne sait pas quand. Et puis les chercheurs savent ce qu'ils veulent chercher à ce moment-là. Donc ils pourraient déjà prévoir beaucoup de choses, mais j'ai bien compris. Oui, professeur Gervais. C'est le retour de l'information à la population, finalement, qui est comment est-ce que vous procédez, en fait, parce que les résultats arrivent souvent des mois plus tard, la population est disponible, donc est-ce que ça donne de l'information à la communauté en général? Alors, de nouveau, ça dépend des contextes, il y a différentes façons de faire. Une façon déjà de faire, c'est d'avoir des grands posters dans le centre de santé.
Parce que je veux dire, c'est le centre de santé où les gens reviennent et on leur dit au départ, bah, vous aurez de l'information, elle sera affichée là et ce sera là. Ça, c'est une possibilité. Après, c'est de faire des réunions dans la communauté. Ça dépend aussi quel type, si c'est vraiment pour tester, est-ce que tel test de labo est un peu mieux que l'autre. L'intérêt sera peut-être différent que si on teste un nouveau médicament dont on sait qu'après, on va le rendre accessible à la population. Donc, c'est aussi un peu en fonction de l'importance de la question de la recherche et de l'impact pour la population. Mais il y a des tas de façons différentes de faire. Après, on peut faire du matériel qu'on met à disposition, que les gens peuvent prendre, amener chez eux à la maison. C'est simplement d'y penser. Je veux dire, souvent, c'est même pas de la mauvaise volonté, les gens n'y pensent pas. Je veux dire, donc c'est vraiment de rendre cela explicite et de les faire réfléchir, comment est-ce que je vais faire après. Alors bon, de nouveau, c'est parce que l'organisation reste. Évidemment, quand c'est une université qui arrive, mais il faut avoir à ce moment-là un relais sur place qui fait ça après. Oui, c'est ça. Les terrains humanitaires évoluent, mais une des récentes caractéristiques, c'est aussi de voir, on s'est dépassé un peu des terrains classiques de camps de réfugiés, etc., des situations plutôt de crise humanitaire en milieu urbain. Est-ce que ça a un impact sur aussi le type de recherche qui va être réalisable, qu'on n'a plus du tout même les communautés qu'on peut identifier des fois avec qui restent à un endroit particulier, avec beaucoup de déplacements de population à l'intérieur des frontières? Est-ce que ça a changé aussi la manière dont on considère la recherche? Je ne crois pas que ça change fondamentalement. Par exemple, beaucoup des recherches que je mentionnais se font dans les milieux urbains. Par exemple, il y a tout un travail sur l'HIV-Sida dans les slums au Kenya. Hein. Je veux dire, ça, c'est complètement un milieu urbain. Ben, je veux dire, la communauté, ce n'est pas nécessairement tout le slum, c'est justement les associations des patients HIV-Sida. Bien sûr, quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et Abidjan était en flammes, il n'y a pas de recherche qui s'est faite à ce moment-là à Abidjan, ça se fera plutôt après, post-catastrophe. Mais quand même, dans toutes les sociétés, très vite, ça se restructure, je veux dire, et vous avez des personnes responsables, etc. C'est clair que les camps de réfugiés, c'était un peu le temps idéal, ça c'est évident, et que ça n'existe pratiquement plus comme ça existait dans les années 70, 80, début des années 90, ça n'existe presque plus à l'heure actuelle. C'était des populations captives. Donc maintenant, c'est dans d'autres environnements, mais dans lesquels c'est tout à fait possible aussi, je veux dire, c'est pas... Dernière question, oui, Professeur Moreau. L'impression que le cadre conceptuel dans lequel on se meut désormais, c'est un cadre qui est issu d'une réflexion nord-sud et qui vise à répondre, à donner une réponse spécifique aux enjeux éthiques de la recherche dans ce cadre bipolaire. En même temps, si on regarde le paysage, disons, politico-sanitaire mondial, il a tendance à devenir tripolaire. C'est-à-dire qu'il y a un pôle, c'est les pays riches classiques, un autre pôle, c'est les pays pauvres, hélas, classiques, dont l'Asie, Zimbabwe, et puis il y a un pôle intermédiaire, des pays comme l'Inde, la Thaïlande, le Brésil, qui de plus en plus ne ressemblent ni aux uns ni aux autres, parce qu'ils ont à la fois des ressources qui sont non négligeables, des problèmes de santé qui deviennent différents, et puis surtout des intérêts politiques et économiques qui sont distincts à la fois de ceux du Nord classique et ceux du Sud classique. Comment est-ce que cette évolution va changer un petit peu la réflexion? Mais c'est très intéressant et on est en plein dedans. Par exemple, l'Inde. Hein? L'Inde, comme je disais, ils ont des directives extrêmement rigoureuses, très claires, surtout quand c'est de la recherche clinique, hein? Très très claires. L'Inde exige maintenant que Médecins sans frontières crée son propre comité d'éthique en Inde. L'international, c'est parfait, c'est très bien, ils acceptent complètement, mais ils disent, mais ce n'est pas un comité d'éthique d'un hôpital indien de juger des recherches de MSF. Nous, on veut un comité d'éthique indien, Médecins sans frontières, en Inde. Donc, MSF est en train de le créer, en fait, parce que ils ont complètement le droit de regard sur tout ce qui se passe dans leur pays, ils ont leur propre mécanisme et ils veulent ça. Et il y a énormément de recherches qui se font. On peut se dire, mais pourquoi MSF fait de la recherche en Inde? Parce que MSF travaille dans certaines situations dans lesquelles personne d'autre travaille, en collaboration avec le ministère de la Santé, etc., fait des choses par rapport à des maladies comme la leishmaniose, comme la tuberculose, etc. Donc, ça change complètement. L'Afrique du Sud, c'est un autre exemple. Les directives en Afrique du Sud, je disais, sont meilleures que celles de la Suisse. Et on doit se conformer totalement à ces directives-là. Donc, je suis complètement d'accord que cette bipolarité n'a peut-être plus lieu d'être. Et c'est d'ailleurs, mais c'est quand même une redéfinition un peu au niveau international de, dans ces contextes-là, quelles sont nos règles. L'épidémie SARS, ça a donné lieu à des débats très intéressants au Canada.
de comment, dans ces situations d'urgence, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme recherche. Et en fait, il y a un papier qui a été publié il y a 2 ans, où ils avaient une proposition de comment peut fonctionner un comité d'éthique dans une telle situation. Et j'ai lu le papier, puis je me suis dit, mais en fond, c'est déjà ce que nous on fait. Et j'ai demandé à un collègue, il m'a dit, mais oui, mais au Canada, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc au fond, je pense qu'il y a des choses, des nouveaux modes de fonctionnement aussi à trouver. L'OMS est très intéressée par notre fonctionnement, parce qu'eux, ils ont encore un fonctionnement très statique, très conventionnel. Ils disent, mais en fait, c'est peut-être plus adapté à certaines situations. Donc je pense que tant en termes de fonctionnement de comité d'éthique qu'en termes de directives, c'est en pleine évolution, et je ne pense pas, enfin, ce n'est pas une organisation du Nord qui va faire les nouvelles directives, ça n'a aucun sens, mais de toute façon, ça ne se fait plus comme ça. Ça doit être quelque chose ensemble avec tous les acteurs qui ont quelque chose à penser, à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame Schopper. Je crois qu'on va en rester là et on va pouvoir continuer la discussion avec vous, mais un verre dans la main et un petit four dans l'autre, juste devant l'auditoire. Merci beaucoup.